L'univers observable fait 90 milliards d'années-lumière de diamètre. Il contient 1000 milliards de galaxies, et tous les ingrédients chimiques pour fabriquer la vie s'y trouvent en abondance. Ouais, c'est un espace littéralement inconcevable pour le cerveau humain, avec une chimie de base universelle. Exactement. Et pourtant, notre arrogance humaine, ou plutôt notre naïveté, nous pousse presque toujours à croire que si un vaisseau spatial débarquait demain matin, la première chose que feraient les extraterrestres, ce serait de demander à voir le président des États-Unis. C'est clair. Ou alors ils exigeraient des billets pour le prochain concert de Taylor Swift, parce que, évidemment, notre culture pop est le centre de la galaxie. C'est tellement ça. Aujourd'hui, on lance notre exploration approfondie du livre de l'astrophysicien Neil deGrasse Tyson, Take Me to Your Leader. Et l'idée ici, c'est pas de faire de la science-fiction. Non, pas du tout. Le but, c'est vraiment de s'appuyer sur des faits. La physique, la biologie, la chimie. Ok, décortiquons tout ça. La mission du jour, c'est de déconstruire cette espèce d'orgueil démesuré qu'on a, pour comprendre à quoi pourraient réellement ressembler les extraterrestres, et surtout à quoi nous, les humains, on pourrait ressembler à leurs yeux. Et c'est essentiel, parce que cette hubris, cette manie de tout ramener à nous, ça fausse complètement notre vision d'un potentiel premier contact. On projette notre petite réalité locale sur un cosmos qui, franchement, n'en a rien à faire de nos règles. C'est ça. Donc avant même d'imaginer ce qu'ils pensent de nous, il faut comprendre pourquoi notre propre imagination est aussi limitée. Pourquoi est-ce qu'on imagine toujours des aliens qui nous ressemblent? La réponse est simple, elle est dans notre ADN. Toute forme de vie sur Terre partage un seul et même arbre généalogique. Ouais, on vient tous du même endroit. Exactement. Notre ADN, c'est un registre historique. Par exemple, on partage environ 99% de notre ADN avec les chimpanzés. Ce qui est énorme. On s'est séparés il y a quoi, 6 millions d'années? C'est ça. Mais si on remonte encore plus loin, disons 1,5 milliard d'années en arrière, on trouve des divergences avec des trucs complètement différents. Et c'est là qu'on arrive à l'exemple préféré de notre source, ce qu'il appelle affectueusement le banana split. Le fameux banana split. Vas-y, explique ça parce que c'est fascinant. En gros, ça veut dire que nous, les humains, on partage environ 25% de notre code génétique avec, une banane. Une banane? Le fruit jaune qu'on mange au petit déjeuner? Un quart de notre ADN. Absolument. Toute la vie terrestre est intimement liée. Mais si un visiteur arrive d'un autre système stellaire, son évolution s'est faite dans un isolement total par rapport à nous. Donc, il n'aurait absolument aucun ADN en commun avec la biosphère de la Terre. Zéro. Zéro. Ce qui implique que, logiquement, cet être devrait nous paraître au moins aussi étrange, et probablement bien plus différent de nous qu'une banane. C'est fou quand on y pense. Et pourtant, quand on regarde Hollywood, on nous sert toujours la même soupe, hein. Oh oui, le fameux prédateur galactique. Ouais, le monstre vertébré avec 2 bras, 2 jambes, des yeux tournés vers l'avant, qui grognent et qui respirent de l'oxygène. Comme dans Predator ou pire dans Space Jam. C'est d'une paresse intellectuelle absolue. Si on veut une idée plus réaliste de la diversité cosmique, on devrait plutôt regarder les archives fossiles, comme les schistes de Burgess, qui datent de l'explosion cambrienne. Avec ces créatures asymétriques totalement bizarres. Voilà. Des trucs avec des appendices en zigzag, des yeux disposés n'importe comment. En fait, curieusement, l'animation pour adultes comme Rick and Morty tape souvent beaucoup plus juste. Ah ouais, avec des entités de gaz ou des parasites télépathiques. C'est ça. C'est chaotique et ça reflète bien mieux la véritable loterie de l'évolution. Et ce biais humanoïde qu'on a, il pose un gros problème sur la façon dont on envisage un premier contact pacifique. Ah, la scène de la poignée de main. Exactement. L'idée d'approcher un vaisseau en levant la paume ou en tendant la main pour la serrer, c'est une construction purement humaine. C'est biomécanique et social. Ouais. Si cet être a évolué différemment, tendre un bras articulé vers lui pourrait totalement être interprété comme une attaque. Et j'adore l'analogie qui est faite dans les sources là-dessus. Si on regarde comment les espèces communiquent sur Terre, prenons les chiens. Les fameux canidés, oui. Ah bah oui. Leur protocole de salutation, c'est de venir se renifler le derrière. Imagine un peu la scène. Ce serait gênant. Ce serait absurde de laisser un ambassadeur alien appliquer cette norme diplomatique sous prétexte d'ouverture d'esprit, juste parce que c'est la coutume sur sa planète Zoom. C'est sûr que ça refroidirait les relations intergalactiques. Mais blague à part, la courtoisie, ça dépend vraiment de l'évolution locale. Par contre, si l'ADN ne dicte pas la forme des extraterrestres, il y a autre chose qui le fait. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On parle des lois de la physique. Exactement. L'univers impose des règles strictes sur la taille et le poids des organismes vivants
peu importe la galaxie. C'est ce qu'on appelle la loi biophysique des échelles ou la relation carré-cube. Donc, pour tous ceux qui ont peur d'une invasion par des extraterrestres minuscules, genre de la taille d'une fourmi qui aurait des mini-vaisseaux spatiaux, on peut dormir tranquille. Complètement. C'est physiquement impossible. À l'échelle d'un insecte, la gravité, c'est négligeable. C'est pour ça qu'une fourmi peut porter 50 fois son poids. Ouais, grâce aux forces électrostatiques. Voilà. Sauf que pour développer une technologie industrielle, il faut forger des métaux. Et ça demande de la masse et de la force brute. L'auteur explique que pour générer la force nécessaire juste pour plier un simple trombone en acier, il faudrait empiler 100 000 fourmis. 100 000 fourmis juste pour un trombone. Donc construire une fusée à cette taille, on oublie. C'est ça. La dissipation thermique et la manipulation des matériaux denses seraient insurmontables à cette échelle. Ok, donc pas de mini-aliens. Mais à l'inverse, qu'est-ce qui nous empêche d'être envahis par des colosses de la taille de Godzilla ? La même loi du carré-cube, mais dans l'autre sens. Quand un organisme grandit, son volume et donc son poids augmentent au cube. Mais la force de ses os n'augmente qu'au carré. Donc le poids augmente beaucoup plus vite que la solidité du squelette. Exactement. Un monstre géant terrestre s'effondrerait littéralement sous son propre poids. Ses os seraient réduits en poudre par la gravité. Mais attends, on a bien des baleines bleues sur Terre, et ça pèse quoi, 150 tonnes ? Oui, mais elles vivent dans l'eau. C'est la poussée d'Archimède, la flottabilité de l'eau salée qui annule la contrainte de la gravité. Sur la terre ferme, la biomécanique est impitoyable. Et le livre pousse même le concept encore plus loin, vers un truc totalement absurde, le méga extraterrestre de la taille de notre système solaire. Ah oui, celui-là est génial. À cette échelle, c'est même plus un problème de gravité, c'est la relativité restreinte qui bloque tout. Si un être biologique faisait la taille du système solaire, et que, je sais pas, il ressentait une démangeaison sur le sommet de son crâne stellaire, Ouais. même si l'influx nerveux voyageait à la vitesse absolue de la lumière, il mettrait plus de 8 heures pour envoyer le signal à ses doigts pour se gratter. Cet organisme serait complètement paralysé par les distances internes de son propre corps. C'est fou. Donc la physique délimite un couloir très précis pour la vie. Mais du coup, penchons-nous sur l'intelligence et la chimie. Parce que là aussi, on a un biais énorme. Oh que oui, surtout quand il s'agit de sous-estimer nos propres capacités terrestres. C'est tout le problème de la théorie des anciens astronautes. Le fameux concept popularisé par Erich von Däniken, le truc qui dit que les pyramides ou les lignes de Nazca au Pérou ont forcément été construites par des extraterrestres. C'est ça. C'est une hypothèse très populaire dans certains cercles, mais comme le souligne l'auteur de manière très impartiale, c'est en fait une insulte directe à l'intelligence humaine. Parce qu'on part du principe que nos ancêtres étaient trop stupides pour faire de l'ingénierie complexe sans avoir un vaisseau spatial pour regarder le paysage de haut. Alors que l'idée même qu'une civilisation avancée traverse tout le vide interstellaire juste pour venir tracer des pistes d'atterrissage rudimentaires dans un désert, c'est pas très logique. Surtout qu'il y a une solution terrestre, mathématique extrêmement simple pour tracer les lignes de Nazca sans jamais quitter le sol. La fameuse technique de la grille. Ouais, il suffit de dessiner ton motif sur une petite grille à échelle humaine, et ensuite tu traces une immense grille proportionnelle sur le sol du désert avec des cordes, et tu reproduis simplement le motif de chaque petit carré dans le grand carré correspondant. Des mathématiques de base. Pas besoin d'architectes paysagistes extraterrestres, juste du pragmatisme humain. Voilà. Mais cette même étroitesse d'esprit, on l'a aussi quand on essaie d'imaginer la chimie des extraterrestres, avec cette idée d'impérialisme biochimique. Oui, on associe toujours la vie au carbone et à l'eau liquide. Alors c'est vrai que la science-fiction adore le silicium, comme dans Star Trek, parce que le silicium, comme le carbone, peut faire 4 liaisons chimiques en même temps. Mais dans la réalité, le carbone gagne haut la main, non ? Sans conteste. Le carbone est beaucoup plus flexible, il forme des chaînes moléculaires bien plus complexes. Et surtout, il est environ 10 fois plus abondant dans l'univers. Donc parier sur le carbone, c'est très rationnel. Mais l'eau liquide, par contre, c'est là qu'on bloque, non ? C'est notre plus grand biais. On cherche toujours la zone boucle d'or, ni trop chaude, ni trop froide pour que l'eau reste liquide. Mais cela soulève une question importante. Pourquoi pas d'autres solvants ? Comme l'ammoniac ? Exactement. Sous des pressions atmosphériques très élevées, l'ammoniac liquide pourrait tout à fait soutenir une biochimie. C'est d'ailleurs brillamment imaginé dans le roman Project Hail Mary. Ah, ce bouquin est incroyable. Mais ça veut dire que si des aliens à base d'ammoniac s'écrasaient dans le désert du Sahara, pour eux, notre atmosphère serait mortelle. Totalement. L'oxygène terrestre serait un gaz corrosif et toxique, et notre précieuse eau liquide serait un poison foudroyant. Ce qui est une transition parfaite, parce que si notre vision de la chimie est aussi égocentrique, essayons de retourner le miroir un instant. Que penseraient des extraterrestres s'ils nous observaient ? Nous,
C'est un exercice philosophique vieux comme le monde. Voltaire l'a fait dès 1752 avec son conte Micromégas. Ah oui, l'extraterrestre qui vient de l'étoile Sirius. C'est ça. Un être qui mesure des dizaines de kilomètres de haut, qui a 1000 sens différents et qui débarque dans notre système solaire. Il regarde la Terre avec un diamant géant qui lui sert de microscope. Et quand il arrive à communiquer avec les humains, ces petits philosophes microscopiques lui affirment sans sourciller que l'univers entier a été créé dans le seul et unique but de servir l'humanité. Et là, l'extraterrestre éclate d'un rire tonitruant face à un orgueil aussi démesuré. C'est une critique brillante. Mais la science moderne va bien plus loin que le simple géant de Voltaire. Les sources abordent les travaux de Frank Drake. Oui, le concept de la vie nucléonique. C'est fascinant. Imagine une étoile à neutrons, donc le noyau ultra dense d'une étoile morte. Où la matière est tellement écrasée que l'espace entre le noyau de l'atome et les électrons n'existe plus. Pour donner une idée à ceux qui essaient de visualiser, c'est comme prendre la masse de 20 millions d'éléphants et la compresser dans un dé à coudre. C'est vertigineux. Et dans cet enfer brûlant à des millions de degrés, la chimie nucléaire va tellement vite qu'une forme de vie pourrait théoriquement y évoluer. Avec une perception du temps complètement folle. Des millions de générations passeraient en une seconde terrestre. Donc, si l'on relie ça au contexte global, si ces êtres nous regardaient, qu'est-ce qu'ils verraient ? Ils verraient une planète de glace. Un monde figé, presque au zéro absolu pour eux. Avec des réactions chimiques tellement lentes qu'elles auraient l'air à l'arrêt. Ils penseraient sûrement que la vie est impossible dans un endroit aussi vide et glacé que la Terre. Ça remet pas mal les choses en perspective. Surtout quand on suppose qu'on est l'espèce dominante ici. Même ça, c'est pas si évident. Statistiquement, la Terre, c'est 70% d'océan. Si une sonde atterrit au hasard, elle tombe dans l'eau. Et qui va-t-elle rencontrer en premier ? Les baleines ? Et si les aliens évaluent l'intelligence à la taille du cerveau, on est perdant. Le cerveau d'un cachelot est 7 fois plus gros que le nôtre. Et même si on triche un peu en utilisant le quotient d'encéphalisation, donc le ratio entre la taille du cerveau et le corps, l'humain n'est que 5e sur le podium. On est à égalité avec la souris, c'est ça ? C'est ça. Et on est largement battu par les fourmis et par les corbeaux. J'adore cette remise en place. Mais l'analogie la plus drôle dans le bouquin, c'est si les extraterrestres atterrissent sur les gigantesques autoroutes de Los Angeles. Ah, la fameuse observation du trafic routier. Imagine la scène d'un point de vue extérieur. Des flux de structures métalliques qui avancent très vite, qui s'arrêtent pour ingérer du liquide noir, de l'énergie fossile, dans des stations. Il conclurait en toute logique que l'automobile est l'espèce dominante de la planète, que tout a été aménagé pour ces créatures mécaniques. Et quand, de temps en temps, la portière s'ouvre, il verrait ce petit truc mou et spongieux qui en sort, et il se dirait « Ah, ou c'est juste le parasite interne, ou le mécanisme d'entretien de l'exosquelette métallique ». C'est totalement cohérent de leur point de vue. Et c'est pas seulement notre biologie qui leur paraîtrait étrange. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire quand on regarde nos comportements de tous les jours ? C'est clair, rien que la façon dont on communique, ça rappelle la nouvelle « They're made out of meat » de Thierry Bisson. Un classique, où des entités immatérielles sont totalement dégoûtées de voir comment on se parle. C'est vrai, quand on y pense de manière objective, pour communiquer, on fait claquer de la viande, on aspire du gaz dans des sacs spongieux, nos poumons, et on recrache cet air à travers des cordes vocales charnues pour faire des vibrations. Pour une espèce qui communiquerait par télépathie ou avec de la lumière, notre système vocal est primitif et franchement répugnant. Et le pire, c'est le contenu de ces vibrations sonores. L'existence même des insultes ou des gros mots. C'est indéfendable d'un point de vue rationnel externe. Comment tu expliques à une espèce avancée que certaines vibrations d'air très spécifiques, sur une ou deux syllabes arbitraires, peuvent profondément offenser un autre humain, au point de provoquer des bagarres ? Alors que des vibrations presque identiques ne font absolument rien. C'est une vulnérabilité auditive absurde. C'est clair. Et nos habitudes alimentaires seraient pires encore. Si on imagine que le premier contact se fait avec des extraterrestres ayant évolué à partir de plantes, une espèce qui se nourrit paisiblement de lumière stellaire et d'air. Comme Groot ou les Ants dans Le Seigneur des Anneaux. Voilà. S'ils analysaient nos méthodes, ils seraient horrifiés. Ils verraient qu'on massacre pour survivre. Rien qu'aux États-Unis, c'est 1 million de poulets abattus par heure. Par heure. C'est terrifiant. On passerait pour un essaim de prédateurs cauchemardesques. Et le comble pour ces prédateurs suprêmes que nous sommes, c'est qu'on a un défaut de conception catastrophique. Le sommeil. Oui, 1/3 de notre vie.
Chaque nuit, on se plonge dans un état semi-comateux, on est paralysé, vulnérable, le cerveau se déconnecte et on hallucine complètement pendant des heures. Pour un observateur qui chercherait de l'efficacité, ça ressemblerait à une erreur système majeure, un bug biologique quotidien. Exactement. Donc, si on synthétise tout ça, se préparer au premier contact, ça ne veut pas dire polir nos missiles nucléaires ou préparer des discours politiques. Non, ça demande surtout de se débarrasser de nos biais cognitifs et anatomiques, de comprendre qu'on n'est pas la mesure de toute chose. C'est une vraie révolution mentale qu'il faut opérer. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment les expériences de pensée, le livre propose un test de survie ultime si jamais vous tombez nez à nez avec un alien. Ah oui, très pratique. Le conseil, c'est de lui lancer une petite pièce de monnaie. S'il l'attrape et que ça déclenche instantanément une explosion avec la force de 200 millions de bâtons de dynamite, Eh bien, ça veut dire que l'alien était faite d'antimatière. voilà, et que la rencontre s'arrête là, dans une annihilation totale. La physique ne pardonne pas les erreurs diplomatiques. C'est un peu radical, mais ça illustre bien les dangers réels. Mais pour clôturer sur une note encore plus vaste, l'auteur s'inspire d'une citation attribuée à Giordano Bruno, avant qu'on le brûle sur le bûcher. « Votre Dieu est trop petit ». Une phrase très puissante. Et qui s'applique parfaitement à notre vision étriquée de la vie extraterrestre. Aujourd'hui, quand les cosmologistes cartographient la structure globale de l'univers, avec ses filaments de matière sombre qui relient les amas de galaxies... Ouais, ça ressemble étrangement à un réseau neuronal, à des synapses dans un cerveau géant. Exactement. Et ça amène une idée fascinante. Et si le cosmos tout entier n'était pas juste un contenant vide, avec quelques petites poches de vie isolées, et s'il fonctionnait comme un immense organisme vivant et interconnecté? C'est dingue. Ça voudrait dire qu'on ne cherche pas des extraterrestres autour de nous, mais qu'on vit littéralement à l'intérieur de l'un d'eux. C'est ça. On serait incapable de voir la forêt cosmique parce qu'on est juste coincé sur notre petit atome planétaire. On serait une infime cellule de ce super organisme. C'est une idée vertigineuse. Une vraie claque d'humilité à méditer la prochaine fois qu'on lèvera les yeux vers les étoiles. Merci de nous avoir suivis pour ce décryptage cosmique. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration.